passion. Ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Bienvenue à tous au SOS Podcast, édition UFC Freedom 250. Et oui, je suis en direct de Washington, reporter pour TVA Sport. J'ai la chance de couvrir cet événement unique. Derrière moi, l'affiche officielle. J'étais à l'hôtel des combattants, le QG de l'UFC présentement. Yohan, lui, à la maison, Yohan, de ton côté? Yes, on est à la maison. La maison blanche ou non? Malheureusement, non. J'ai pas cette chance-là. Ton niveau d'excitation pour l'événement sportif, l'aspect sportif, mais aussi l'aspect juste le fait que c'est un événement historique, c'est unique là, quand même. Là. Je sais pas si tu as vu, tu as sûrement vu des images passer, tout ça. Comment tu sais là, par rapport à l'événement? On peut voir l'ampleur vraiment de l'événement. Là, en plus qu'ils font ça un dimanche, ça rend vraiment l'événement unique. Ça fait vraiment. Je me rappelle pas la dernière fois qu'il y a eu un événement de l'UFC le dimanche. La carte au complet est sensationnelle. Tous les combats sont incroyables. Le premier combat de la carte, c'est Diego Lopez, qui est un des combattants les plus spectaculaires qu'on a. Donc, je suis très excité. Puis, tu dois avoir une semaine très mouvementée et très occupée là-bas, toi. Ben, ça fait du bien que tu en parles, en fait. Ça tombe bien que tu en parles parce que ça va aller vite, les amis. Hein? Parce que l'enregistrement, on va le faire un petit peu en rapidité. C'est plate, on aurait peut-être pu aller plus dans le détail, là, mais le temps file pour moi parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire ici sur place à Washington. On va parler des combats, de tous les combats, mais c'est sûr qu'on va s'attarder au combat de championnat, au combat d'Eman Zahabi également. Tout de suite, on va aller écouter ceux que j'ai rencontrés cette semaine. J'ai rencontré la plupart des combattants. Vous irez voir ça sur les pages de TVA. Vous irez voir également sur mon Instagram et sur l'Instagram de TVA Sport un petit behind the scenes. J'ai visité les installations ce matin. Honnêtement, vraiment, vraiment impressionnant. Je vous amène en arrière-scène, là, vous irez voir ça. Mais tout d'abord, on va commencer avec Ilia Topuria et Justin Gaethje, championnat incontesté des poids légers. C'est la grande finale de cette UFC Freedom 250. Everything that I say is based on the work that I'm putting in. And I know what I'm able to do inside that octagon. So when it comes to fighting, I know that I'm the best. And they think that it's cocky, but it's confidence. Confidence based on hard work. So that's why I used to say and predict some way like what's going to happen in a fight, because when I sit with my team and analyze my opponents, we kind of know what's going to happen. Yeah, I think it comes with the territory. We're going to fight each other. You know, we're going to try to beat each other up, try to hurt each other. And so, yeah, anything we say is going to be taken personal. You know, I only got here because I'm petty. And so anything he says, I'm going to take personal. Anything I say, he's going to take personal. So it just comes with the territory. Alors, Ilia Topuria qui est convaincu qu'il va passer le KO à Justin Gaethje. Il dit, faut pas méprendre ma confiance en moi pour de l'arrogance. J'ai étudié, j'ai travaillé tellement fort, c'est de là que vient cette confiance. Et l'animosité quand même à son paroxysme, Johan. Là. Je ne m'attendais pas à ça entre ces deux-là, mais on est allé dans des attaques personnelles au cours des derniers jours. Et je pense qu'Ilia est vraiment entré, comme on dit, sous la peau de Justin Gaethje. Il le dérange. Gaethje, je l'ai rarement vu. Il me semble dérangé, il me semble très animé. Bon ou mauvais pour lui quand tu affrontes un Ilia Topuria en plus? Moi, je pense que c'est bon. Parce que Justin Gaethje, qui est habitué quand même à cette animosité-là, qui est un combattant qui apporte toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de volume dans un combat, beaucoup d'agressivité. Ilia Topuria, qui est un combattant qui est très technique, qui frappe fort, mais je pense que si le combat s'amène dans une guerre de coup pour coup, ça peut juste aller à l'avantage de Justin Gaethje. Je pense qu'on est mieux d'être plus intelligent, plus tactique, plus patient du côté de Topuria. Par contre, des deux côtés, là, c'est vraiment excitant. C'est un combat incroyable. Topuria, ça fait longtemps qu'il s'est pas battu. Là, ça va faire un bon bout de temps. Gaethje, là, qui est sur une belle lancée, qui a gagné ses deux derniers. C'est un combat qui est tellement relevé. Si ce combat-là se rend à 5 rounds, écoute, je pense que tout le monde va être surpris, honnêtement. Là. Ben, honnêtement, je suis assez d'accord. Tu penses pour qui, rapidement, comme ça?
J'irais avec Ilia Topuria. Je pense que à 17-0, il n'a jamais perdu encore. Il n'a jamais perdu à l'UFC. Il est 9-0 à l'UFC. Il est très solide. Donc, après son dernier combat contre Oliveira, qu'il avait monté de poids, semblait très confortable, très gros, très précis. J'ai hâte de voir ce combat-là, mais j'irais du côté de Topuria. J'ai tendance à être d'accord avec toi. Moi, il m'impressionne. Et quelle séquence il a présentement, Ilia Topuria, là? Passer un gros KO percutant à Alexander Volkanovski, être le premier et le seul à avoir passé un KO à Max Holloway, oblitérer, anéantir Charles Oliveira en 2 minutes. Là, on parle de 3 des meilleurs de leur génération dans la discussion pour être parmi peut-être les 10 meilleurs de tous les temps. C'est difficile de faire plus impressionnant là, pour Ilia Topuria. Avec ses 3 dernières victoires, il est passé dans une classe à part. Ouais, complètement. Puis, tu sais, c'est exactement... C'est comment il l'a fait. C'est pas... Tu sais, ça a été des dominations. Il a détruit ces combattants-là qui sont les meilleurs de la catégorie. Puis, tu sais, sa fiche en parle. 17 victoires, aucune défaite. Il n'a jamais été dominé. Je me rappelle, dans ses débuts, il a déjà été ébranlé, mais il nous a montré que, oui, il est solide debout, mais a un très bon jiu-jitsu brésilien aussi. Est vraiment capable d'aller au sol. Donc, c'est sûr qu'une victoire convaincante pour lui. Là, on se rapproche d'un combat de rêve si Makhachev fait une bouchée contre Ian Gary. On se rapproche de ce combat-là, mais une chose est certaine, Topuria est tellement dominant en ce moment. Ça fait du bien de le voir, de voir El Matador de retour sur le circuit. Là. Ouais, ça fait 1 an là, qu'il ne s'est pas battu. C'était en juillet dernier, presque 1 an. Donc, a mis ses problèmes personnels de côté. C'est derrière lui. Il semble très serein. On l'a vu dans les différentes émissions de l'UFC, les Embedded, notamment avec ses enfants. Donc, très heureux de revoir El Matador. Beaucoup de journalistes espagnols ici, par ailleurs. On sent que c'est gros. Là. On sent que c'est un gros combat pour lui. Et Gaethje, jamais... C'est un bon match-up, là, honnêtement. Gaethje, c'est un dur à cuire. Il a énormément de force de frappe. Il est capable d'être dans des guerres. Honnêtement, je m'attends beaucoup. Je m'attends au combat de la soirée. En finale. Est-ce que Gaethje va mettre de la pression comme il fait tout le temps, puis ne pas respecter Ilia Topuria et essayer d'imposer son rythme? Parce que si c'est ça, ça peut ne pas durer très longtemps, ce combat-là, ou au contraire, ça peut donner quelque chose de vraiment exceptionnel, un des combats de l'année, un peu à la Michael Chandler, Justin Gaethje, là, que les deux vont se toucher à maintes une reprises, mais en même temps, on peut pas comparer Topuria à Michael Chandler non plus, donc... non. C'est parce qu'il c'est ce qu'il dit, en fait, Topuria. Il dit qu'il va mettre de la pression sur moi. C'est ce que Oliveira avait fait. Et c'est en contre-attaque et avec sa précision légendaire que Topuria a réussi à le mettre KO. Donc, il dit, s'il fait ça, tant mieux. C'est comme ça que je vais être capable de le mettre KO en 2 minutes. On verra comment ça va se passer. Honnêtement, très, très, très excité par ce duel. En demi-finale, allons écouter notre cousin et le bon gamin, Cyril Gane, qui affronte Alex Pereira. Avec plaisir, on est très content. On est toujours très content. Comme tu l'as dit, c'est une immense vedette. J'adore le terme, j'adore les expressions canadiennes. C'est quelqu'un qui a une très grosse hype, qui est très apprécié du public, qui a beaucoup d'audience. Et c'est toujours un plaisir de partager la cage avec quelqu'un avec beaucoup d'audience, avec beaucoup de... Surtout pour un événement comme celui-ci. Au niveau du style, les deux, vous avez le style de kickboxing, spécialiste de combattant debout. Lui, c'est un ancien grand champion. Toi, du côté du Muay Thai également. Donc, est-ce que tu penses que vos styles se marient bien? De un, pour donner un bon spectacle et de deux, pour tout à fait. Venir à bout de lui, en fait? C'est une des raisons pour lesquelles on était très contents aussi. On était très excités par ce match-up. Parce qu'on a un excellent striker considéré comme un des meilleurs. Et on me considère également comme un des meilleurs. Donc forcément, ça va donner un show... juste magnifique pour les fans. Oui, Cyril Gane, il le sait que c'est un gros défi, mais il est excité par ce défi-là. Alex Pereira, on le sait, peut-être une des plus grandes stars de l'UFC. Il peut passer à l'histoire avec un titre dans une 3e catégorie de poids. 4e chance quand même pour Gane dans un combat de championnat. Il commence à avoir l'habitude et il me le disait. Première impression, Johan, sur ce combat-là, à quoi tu t'attends? Un inconnu, là, c'est Pereira chez les lourds. Oui, Pereira chez les lourds, un inconnu.
Première impression, honnêtement, un combattant très statique qui ne bouge pas beaucoup contre un combattant qui est très dynamique, qui bouge énormément. Pereira est très flat-foot, permettez-moi l'expression. Il bouge pas beaucoup, il se plante les pieds, veut placer son gros crochet de la main avant, sa grosse jambe avant, à la tête, au corps. Tandis que Cyril Gane se déplace gaucher-droitier, toujours en mouvement, ce qui était quand même payant contre Aspinall, qui Aspinall est aussi un gros bonhomme qui se déplace très bien avec un bon jeu de pied. Fait que c'est là le gros de la... Ça va vraiment être ça, je pense. Ça va être les déplacements, la vitesse, l'agilité de Cyril Gane, qui est un gros bonhomme, contre peut-être la puissance de Pereira, peut-être la... C'est ça, j'ai vraiment de voir. Les deux ont le même gabarit, pas le même gabarit, pardon. Les deux ont le même expérience. Les deux ont un background de kickboxing. C'est deux spécialistes de combat debout, deux gars qui sont arrivés dans le MMA. Rapidement, on fait des combats avec l'organisation de l'UFC, se sont fait bâtir, ont subi la défaite, ont revenu. Mais c'est deux combattants qu'on voyait devenir champions du monde. Est-ce que Pereira aura le menton, je ne veux pas dire qu'il a un mauvais menton, mais il a affronté des gars de 185 livres et des gars de 200 livres. On sait que les lourds, ça frappe fort. Yann n'a peut-être pas la plus grosse forme de frappe avec un seul coup de poing, mais il est capable de toucher la cible avec régularité. Penses-tu que ça va être une grosse bouchée pour Pereira de passer chez les poids lourds? Ben moi, Pereira, pour l'avoir vu personnellement, je n'en revenais pas qu'il faisait 185 livres. Là. Quand je l'ai vu en face de moi, je me suis dit, c'est incroyable que ce monsieur-là, que ce gars-là fasse 185 livres. Donc, de le voir chez les heavyweights, parce que c'est vraiment quelqu'un d'imposant, des grosses mains, il est grand, il est fait costaud. Non, parce que non, je suis pas surpris. Puis je pense que ça peut être bon pour lui. Mais là, en avant de lui, il y a quand même Cyril Gane qui, selon moi, est un des meilleurs combattants poids lourds qu'on a eu là, depuis vraiment longtemps. Là. Penses-tu que ça va être la bonne et que Gane va... Gane a l'air bien, par ailleurs. Là. Je le fais souvent en entrevue. Il n'a jamais l'air du gars le plus stressé. Le moment n'est pas trop gros pour lui. On le sent, il y a beaucoup de journalistes français. S'il y avait beaucoup d'Espagnols, il y a énormément de Français aussi, là, je vous le dis. C'est quatrième fois là, qu'il est en combat de championnat, pas beaucoup de succès, 1 et 3 seulement. Il a perdu en combat unifié et en combat intérimaire. Il a remporté une ceinture intérimaire il y a quelques années. Encore cette fameuse pression là, du public français pour devenir le tout premier champion incontesté français. C'est sûr que ça lui met une pression, mais en tout cas, à première vue, ça semble pas le déranger. Il me parlait d'expériences de gros combats comme ça. Il dit que ça aide beaucoup d'avoir été dans des événements de la sorte. Rien de plus gros que la Maison-Blanche, mais quand même. Donc, j'ai hâte de voir. Il ne semble pas dépassé par les événements. Est-ce que Pereira est le GOAT? Je ne sais pas si tu as vu ça, mais Dana White a dit s'il gagne cette troisième ceinture, Alex Pereira dépasse John Jones dans la discussion du meilleur de tous les temps. Ton opinion là-dessus? Ouf! C'est quand même gros. Il ne faut pas oublier que Cyril Gane est 10-2 à l'UFC, a perdu contre Ngannou avec une erreur. Ouais, c'est ça. C'était un combat qui aurait pu... Exactement, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une tentative de soumission qui a mis Cyril Gane vraiment dans le trou, puis il a perdu ce combat-là à cause de ça. Sinon, selon moi, ça s'enlignait bien pour lui. Et son autre défaite, c'est contre John Jones. Fait que c'est sûr que c'est des combats de championnat, c'est des gros combats, c'est des combats qui ont fait mal, mais c'est des combats où on est passé à un cheveu. Mais John Jones, non, ça a été une domination complète, mais je pense que Cyril Gane était simplement pas là, donc, Pereira, c'est un autre de ce type-là. C'est un autre qui arrive avec une certaine aura, mais Cyril Gane a battu des gros combattants, a battu des bons combattants. Avec son dernier combat, le dernier début de combat contre Aspinall, je pense que ça peut lui avoir donné un petit peu de confiance. J'ai hâte de voir, mais quelle demi-finale relevée encore une fois qu'on va avoir dimanche là. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est tout un duel. Aspinall devait être là. Il y a eu cette fameuse blessure. Il y a cette fameuse mésentente potentiellement aussi au niveau contractuel. Est-ce que Gane est vraiment un plan B? Qu'est-ce qui va arriver avec Aspinall? Ça plane au-dessus de cet événement-là. Mais en tout cas, c'est un bon... pour accueillir Pereira dans une nouvelle catégorie chez les poids lourds, quand même tout un défi en Cyril Gane.
qui n'a jamais perdu par KO. Là. Donc, bon, comment il va encaisser aussi les grosses frappes. Il a encaissé les grosses frappes d'Ngannou. Je pense que Pereira est plus chirurgical, peut-être plus précis également. J'ai hâte de voir les premiers coups de poing que Pereira va lancer. Ça va nous donner une bonne indication sur l'allure du combat aussi. Là. À tout seigneur, tout honneur, ils sont très bien placés sur la carte. C'est le Québécois Eman Zahabi contre Sean O'Malley. On les écoute. After he called me out, I was like, all right, like, this looks like a good matchup for me. He's coming off a couple good wins. Pedro, Aldo, Cheeto called me out. I'm like, that looks like a fun matchup for me. It looks like someone I could knock out cold. So I was like, hell yeah, I would love that fight. Oui, moi, je pense que je suis un meilleur striker que eux. Je pense que je suis un meilleur lutteur, meilleur grappler sur le sol. Ce qu'ils pensent de moi, je pense de eux. Donc, c'est une drôle de chose. T'sais. Moi, je vois leurs trous dans leur game. Eux, ils veulent voir mes trous. Donc, on va voir qui va gagner. D'un côté, Sean O'Malley qui est convaincu qu'il a ce qu'il faut, qu'il est supérieur au niveau du striking à tout le moins pour passer un gros KO à Eman Zahabi et envoyer un gros message à ses patrons de l'UFC, à la division, de dire « Je suis prêt à retourner en combat de championnat du monde ». Et Eman n'est pas en reste parce que sur 7 victoires de suite, pas grand monde qui lui donne beaucoup de crédit pour ça. Pas grand monde qui le respecte, en tout cas pas O'Malley. Mais la confiance est là pour Eman. Il a dit, moi, je vois des trous dans le jeu de Sean O'Malley. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que Sean O'Malley a des failles dans son jeu que Eman Zahabi pourrait exploiter dimanche? Ah, certainement, je veux dire. Pour voir, moi, Eman Zahabi s'entraîner de mon côté, il n'y a rien que ce gars-là ne fait pas, ne travaille pas. Dans le gym, c'est quelqu'un qui s'entraîne extrêmement fort. Je le vois. Il est, je veux dire, c'est une bête. Il fait des rounds jour après jour après jour, toujours en train d'essayer de visionner puis de s'améliorer. Puis, donc, je suis certain qu'il a trouvé quelques failles, quelques techniques, quelques trucs où mettre l'emphase, toute sa concentration, puis semble être dans une forme splendide. Là, on le voit plus parce qu'il est parti dans les 3 dernières semaines. Il n'est plus au Tristar. Je pense qu'il s'entraîne dans le coin de Washington et tout. Donc, mais vraiment, là, c'est un combattant là, qui va donner beaucoup de fil à retordre à Sean O'Malley dimanche. Là. Eman Zahabi, est-ce que tu es d'accord avec le fait que malgré qu'il a 7 victoires consécutives, il n'y a pas grand monde qui le voyait de ce côté-là, puis il est négligé à 4 contre 1 environ, là, donc je sais pas, il y a plusieurs personnes qui semblent penser, les Américains surtout, semblent penser qu'on donne une proie facile à O'Malley pour le mettre sur une voie rapide pour un autre combat contre Pietarian ou contre Merab, dépendamment de ce qui va arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Là. Les gens pensent déjà qu'Eman a perdu d'avance. Regardez, Eman Zahabi a fait énormément de décisions, a fait des combats spectaculaires, des guerres, des combats très relevés contre Marlon Vera, contre José Aldo, Munoz. Il a fait des grosses décisions. C'est sûr que de l'autre côté, tu vois des Sean O'Malley qui a battu des Aljamain Sterling par KO, qui a fait des gros combats contre Peter Yan, Yadong Song, pardon. Il a battu des gros combattants, Sean O'Malley. Son pedigree est très bon. Marlon Vera, ça fait partie des combattants qu'il a battu aussi. Donc, des deux côtés, c'est pas le même type de combattant du tout. Donc, c'est sûr que c'est là que l'avantage au niveau peut-être de la terminaison, définition, va du côté de O'Malley. Un aspect, moi, je sais pertinemment, et tu pourras me le confirmer, qu'Eman Zahabi est très, très bon au sol. Et je sais qu'au Tristar, tu le dis, là, on le travaille. Je pense que c'est un bon lutteur. Je pense que c'est un bon... Il est ceinture noire en Jiu-Jitsu? Ceinture noire de Jiu-Jitsu. Bon. Je regardais ses stats. Officiellement, durant sa séquence de 7 victoires, il n'a aucune tentative d'amener au sol. En fait, officiellement, il en a une. C'était contre Pedro Munoz. Mais même Eman, quand je lui en ai parlé cette semaine, il dit il n'aurait jamais dû compter ça comme une tentative d'amener au sol. Moi, j'ai pas fait aucun takedown, aucun shoot durant ma séquence. Il est tombé en amour vraiment avec le striking. Il pense que c'est sa grosse force. Penses-tu que contre un très, très bon striker comme Sean O'Malley, qui est reconnu pour être assez faible en lutte, Eman devrait, après toutes ces années, revenir peut-être au grappling, puis c'est sa voie vers la victoire? Ben, je pense que si tu regardes les derniers combats de Eman Zahabi,
il a énormément de volume puis d'acquis d'expérience parce qu'il a fait beaucoup de décisions puis il envoie énormément de combinaisons. Il essaie des choses, il est toujours en mouvement, toujours en train de prendre mais de donner de l'information à la personne qui est en avant de lui. Son volume de coups envoyés vraiment est impressionnant. Contrairement à O'Malley, c'est plus que c'est pas un gars qui envoie beaucoup en volume. Puis c'est ce qui a fait lui coûter le combat contre Yadong Song, justement, dans son dernier combat. Il a terminé fort le 3e round, mais c'était un combat qui était très serré. Si Eman Zahabi travaille en volume et pourrait déborder Sean O'Malley et justement peut-être être capable d'aller chercher les hanches, aller chercher des anneaux au sol, créer des scrambles, des tempêtes qui feraient en sorte qu'il prendrait le contrôle complètement du combat. Moi, je vois ça comme une option, certainement. Mais on sait que Eman Zahabi, c'est un combattant qui aime combattre debout, qui aime se battre debout, qui va pas vraiment engager le clinch. Je peux l'engager un petit peu, mais c'est pas quelqu'un qui va nécessairement engager des double legs, des body locks pour essayer d'amener le combat au sol. Excellent. Le temps presse. On a encore 8 minutes top chrono là, pour parler des 4 derniers combats. Un mot sur chaque. Josh O'Kidd contre Derek Lewis. La rapidité d'O'Kidd, la jeunesse, contre la grosse claque de Lewis. Mais est-ce que Derek Lewis va suivre le rythme? Moi, c'est ma question. Ouais, est-ce que Derek Lewis va suivre le rythme, mais est-ce que Derek Lewis va être capable de toucher O'Kidd? Parce que le niveau de grosseur va être flagrant. O'Kidd n'est pas un très gros poids lourd, on le sait. Là, on est chez les poids lourds. Là, Lewis va vraiment être plus grand, plus gros. Par contre, O'Kidd très athlétique, comme je te dis, très mobile, très rapide. Je serais pas surpris de le voir sortir avec une victoire. Là. Vous avez regardé l'entrevue que m'a donné Josh O'Kidd. Je savais pas à quoi m'attendre. Il a joué entre son personnage de Incredible Hulk, mais aussi Josh O'Kidd. Donc, il a été très gentil et très coloré quand même. Si vous comprenez tout ce qu'il dit, vous êtes bon. Parce que moi, j'étais à côté, clairement, je vous le disais. Là, il y a des choses qui m'échappaient. C'est sur la page YouTube de TVA Sport. Mauricio Ruffi, gros cogneur brésilien qui affronte Michael Chandler. Je pense que Michael Chandler s'en va à l'abattoir. Est-ce que ça va être la fin de Michael Chandler? Honnêtement, je vois pas après ses dernières sorties. Il a pris un an de repos, là. Ça lui a fait du bien, c'est sûr, il en avait besoin. Est-ce qu'il va être capable de survivre à la fougue de Ruffi? Là? Ben là, c'est ça, parce que là, tu viens de le mentionner, là, Mauricio Ruffi, là, qui est une terreur. Il revient d'un gros KO en janvier dernier contre Fiziev. Là, c'était vraiment une belle performance. Avant ça, par contre, avait subi une défaite contre Benoît Saint-Denis. Bon, est-ce que Michael Chandler vraiment est remis, comme tu l'as mentionné, parce que, tu sais, je veux dire, a subi des grosses défaites là, contre Pimblett, 2 fois Oliveira, Poirier, Gagey. Tu sais, il est négatif, 2 victoires, 5 défaites à l'UFC. Il a été très actif. Il n'a pas dit non à aucun combattant, mais ça a pas été une grosse course pour lui, là. Excuse-moi, je viens de le reconnaître, je l'avais même pas reconnu. Glover Teixeira qui est passé à côté de nous dans la porte avec Alex Pereira qui était là aussi. Glover me parlait, mais je comprenais absolument rien de ce qu'il me disait. Je m'excuse. Aïe, aïe, aïe. Je vais aller le voir, il m'a trouvé que j'étais impoli. Ouais, on va t'excuser. Là. Donc, non, c'est ça, exact. Je ne vais pas être dans les mauvaises grâces de M. Teixeira quand même. Donc, j'ai pas tout écouté ce que tu as dit. C'est correct. Non, mais c'est correct. Non, mais j'étais avec toi, je pense qu'on est sur la même page. Oui, Ruffi a eu de la difficulté contre Saint-Denis, mais il a redoublé d'ardeur, il a changé d'équipe, il s'entraîne en Australie. Paul Kanowski va être dans son coin en plus. Je pense qu'il a eu sa leçon. Et je pense juste, l'âge aussi, là, Ruffi dans la vingtaine, Chandler a eu des guerres, il est rendu à 41 ans. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui bat le temps, hein, qui bat l'horloge. Je pense que Michael Chandler est peut-être rendu là. Bo Nickel, Carl Dawkhouse, 2 Américains. Dawkhouse, c'est peut-être le gars qu'on n'attendait pas sur cette carte-là. Là. Honnêtement, c'est un gars, il y a 2 ans, il n'était même pas à l'UFC et de retour, avait été coupé de retour sur une belle séquence de victoire quand même. Bon grappler aussi. Mais je pense qu'on donne pas dire un cadeau. Il n'y a pas de cadeau à ce niveau-là. Là. C'est tous des bons combattants, mais je pense que Bo Nickel n'a pas le choix de sortir avec une victoire, puis même convaincante. Ouais, mais ça ne sera pas donné parce que Carl Dawkhouse pourrait qui est un bon combattant, qui n'a pas eu un début de chemin facile à l'UFC, qui s'est fait couper, qui a gagné 5 combats consécutifs, qui est revenu à l'UFC, là, qui est sur une belle lancée aussi. Il a fait un gros KO à son dernier combat. Donc vraiment, tu sais, c'est en faveur de Bo Nickel.
parce que clairement, Daukaus, c'est un combattant qui est spécialiste au niveau du jiu-jitsu brésilien. Mais ça pourrait quand même être un combat relevé si Daukaus réussit quand même à tenir le combat debout parce que c'est un long gaucher puis il y a quand même un très bon kickboxing. Ça va être intéressant. Et je pense que le premier combat de la soirée, c'est un que tu as encerclé. Et je suis assez d'accord avec toi. Diego Lopez qui affronte Steve Garcia. Ouais. Diego Lopez, on le sait, 2 défaites récemment en combat de championnat contre Alex Volkanovski, mais a déçu dans ces combats-là, on va se le dire. Mais à chaque fois qu'il affrontait pas un gars qui s'appelle Volkanovski, a été sensationnel ou presque, notamment contre Jean Celoa. Steve Garcia, c'est plate parce que le gars n'est pas ultra charismatique, mais donc les gens ne le connaissent pas. Mais il est sur quoi? 7 victoires de suite, lui aussi. 1, 2, 3. Un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires de suite. Il a anéanti David Onama au premier round. C'était au mois de novembre dernier. Avant ça, Carl Nelson par KO au premier round. Sung Woo Choi par KO au premier round. Melquizael Costa, qui est très, très fort présentement, par KO au deuxième round. Il est sur toute une séquence. C'est relevé là, comme combat. Pour commencer la soirée à 145 livres, c'est tout un duel. Là. C'est énormément relevé. Steve Garcia, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est 19 victoires, 5 défaites, mais c'est 15 KO. C'est énorme. 15 KO, c'est énorme en 19 combats. Donc, vraiment, une grosse puissance de frappe. Donc, a perdu 4 fois par décision. C'est un combattant qui est très durable. Donc, contre Diego Lopez, on peut s'attendre à des feux d'artifice vraiment pour ouvrir la carte dimanche. Je sais pas de quel côté ça va aller. Chose certaine, c'est une chance en or pour Garcia Garcia, merci d'avancer rapidement dans le ranking parce qu'avec 7 combats, 7 victoires consécutives, une victoire contre Lopez nous fait avancer rapidement. Là. Oh, ouais, ça le place dans la discussion là, avec les Sterling de ce monde, les Evloev et Volkanovski, c'est pratiquement fait, là, mais parmi les 145 livres qui peuvent prétendre à une chance au titre éventuellement avec une victoire. Donc, ça va être très intéressant. C'est tout le temps qu'on a. Allez voir sur les plateformes de TVA Sport les entrevues et tout ça. On en fait d'autres avant la pesée samedi. Et là, c'est un peu bizarre. Là, la semaine est complètement différente de d'habitude. Conférence de presse vendredi soir. Pesée samedi, combat dimanche. C'est très humide. La météo va être un facteur, hein, Johan. C'est très humide à Washington, mais même si on fait ça le soir, il est encore très, très chaud, même après le coucher du soleil vers 21h30, 22h. La météo est incertaine. On dit qu'on est prêt à tout du côté de l'UFC, s'il faut un petit peu retarder, laisser passer la pluie. On souhaite du beau temps. On souhaite que les combattants pourront se mettre en évidence, mais il y a plein d'impondérables. Des événements à l'extérieur, ça n'arrive pas souvent. L'événement à la Maison-Blanche, encore moins. Donc, tout est en place. Tu regardes ça avec la gang encore? J'ai essayé de regarder ça avec la gang du gym, c'est certain, dimanche, ouais. Johan, je te remercie. On va regarder ça dimanche et on va déballer tout ça la semaine prochaine avec les résultats au SOS Podcast. Merci à tout le monde en régie. Les 2 premiers combats de la soirée, dès 20h dimanche, présenté à TVA Sport 2, la suite de la carte, dont le combat d'Eman Zahabi et les 2 combats pour le titre sur Indigo à l'achat télé à la carte. Donc, manquez pas ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde, pour un autre épisode du SOS Podcast. À bientôt. SOS Podcast!